Je suis rentré à la maison après une année à l'étranger pour trouver la voiture d'un inconnu dans l'allée. Mes parents avaient vendu la maison et tout ce que j'y avais entreposé. C'était juste des bêtises, m'a envoyé ma mère par texto. J'ai conduit jusqu'à l'adresse des nouveaux propriétaires et j'ai frappé, parce qu'une chose dans cette commode ne pouvait pas être remplacée. Je m'appelle Sage. J'ai 31 ans, je suis infirmière en soins intensifs, et j'avais passé 11 mois à maintenir en vie des étrangers blessés de l'autre côté d'un océan. Je suis rentré chez des gens qui m'avaient effacé en un seul après-midi. Mais ce tiroir contenait quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Laissez-moi vous raconter comment ça a commencé. Je m'étais trompé d'adresse au début. J'étais éveillé depuis 26 heures. Mon corps pensait encore qu'il était quelque part au-dessus de l'Atlantique. Quand le taxi a tourné dans la rue de mes parents, je lui ai fait ralentir à la maison que je connaissais. La maison à 2 niveaux où j'ai appris à faire du vélo, où j'avais entreposé 11 mois de ma vie dans la chambre du fond avant de m'envoler. Mais la boîte aux lettres portait un nom qui n'était pas le nôtre, et une couronne et cette voiture. Pendant une minute entière, je suis resté assise là et je me suis dit que j'avais mal compté les maisons, que d'une seconde à l'autre la porte s'ouvrirait et mon père sortirait en robe de chambre pour prendre le journal et que tout ce matin froid se réorganiserait en quelque chose qui avait du sens. La porte s'est ouverte. Une femme que je n'avais jamais vue est sortie en peignoir et a pris le journal. Elle a vu le taxi au ralenti et a levé la main dans ce petit signe méfiant que l'on fait à un étranger qui est garé trop longtemps devant votre maison. Votre maison ? Elle m'a fait un signe de la main depuis l'intérieur de ma propre porte d'entrée comme si c'était moi qui n'avais pas ma place. J'ai levé la main en retour. Je ne sais pas pourquoi. Réflexe. Réflexe d'infirmière. Rassurer la personne effrayée même quand c'est vous qui saignez. Mauvaise maison ? A demandé le chauffeur, me regardant dans le rétroviseur. Non, ai-je dit. Bonne maison, tout le reste est faux. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler 11 mois de textos que j'avais envoyés dans le silence. Des photos d'un service hospitalier dans un autre pays, un lever de soleil sur une piste, 3 messages sans réponse disant à ma propre mère que je rentrais à la maison. Et là, en haut, datant d'1 heure, il était juste marqué, ce n'était que des bêtises. Je n'avais pas compris sur la piste. Je comprenais maintenant. Garé devant le journal d'un inconnu et la couronne d'un inconnu. J'ai dit au chauffeur d'attendre. J'avais un appel à passer et je savais déjà qu'on n'allait pas me répondre. J'ai appelé ma mère depuis le trottoir. Ça a sonné 4 fois et est tombé sur la messagerie vocale que j'avais entendue toute ma vie. Le message d'accueil enjoué et professionnel de Cheryl, celui qu'elle utilisait pour les gens qu'elle voulait qu'ils l'apprécient. Je n'ai pas laissé de message. J'ai plutôt envoyé un texto parce qu'avec ma mère, on voulait toujours avoir une trace écrite. Où est la maison ? Où sont mes affaires ? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, on a réduit la surface, chérie. Il était temps. Les genoux de ton père. On a déménagé dans plus petit. Vous l'avez vendu. J'ai écrit. Vous avez vendu la maison avec mes affaires dedans. Les points à nouveau. Plus longtemps cette fois. Puis la phrase qui m'a tout dit sur les 4 années que j'avais passées à un océan de distance en essayant de ne pas penser à cette famille. Tu n'utilisais rien de tout ça. Tu étais parti. C'était juste des bêtises qui prenaient de la place. Juste des bêtises. Elle l'a dit 2 fois maintenant. Comme une femme qui a répété un mot jusqu'à ce qu'il ne signifie plus rien. J'ai fait ce que je me suis entraîné à faire en cas d'urgence. Quand les moniteurs hurlaient que tout le monde veut que vous alliez plus vite, je ralentis. Je suis devenue très précise. Qui l'a acheté ? Ai-je tapé ? Elle n'a pas répondu à ça. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Mais mon frère l'a fait parce que Todd n'a jamais, de sa vie, pu résister à l'envie d'être au milieu d'une affaire. Une capture d'écran a atterri dans mes messages, l'avis de vente du comté, les noms des acheteurs imprimés juste là. Les Ashford, Walt et Judith, vente conclue il y a 3 semaines, et en dessous, de mon frère, un simple emoji qui rit. C'est comme ça que j'ai appris que ma maison avait disparu, un emoji qui rit. Je me suis assise à l'arrière de ce taxi et j'ai senti quelque chose que j'avais fui depuis que j'étais enfant s'arrêter enfin, se retourner et me regarder. Pas de la rage. La rage est bruyante et je ne suis pas bruyante. C'était plus silencieux et beaucoup plus froid.
C'était le sentiment de décider enfin d'arrêter de demander gentiment. Nouvelle adresse, ai-je dit au chauffeur et je lui ai lu la rue des Ashford. Le trajet jusqu'au Ashford a pris 20 minutes et j'ai passé la plupart du temps à essayer de joindre mon père. Dal Pendleton, toute ma vie. Le silencieux dans le coin. L'homme qui laissait ma mère décider, parler et trancher, puis qui approuvait tout par son silence. Je l'ai appelé 2 fois. Les 2 fois, c'est tombé sur la même messagerie vocale qu'il gardait depuis une décennie. Vous êtes chez Dal. Laissez un message et je m'en occuperai. Ce qui était, je pense, la chose la plus vraie qu'il ait jamais dite sur lui-même. Je lui ai envoyé un texto à la place. Papa, vous avez vendu la maison avec mes affaires dedans. J'ai besoin de te parler. Il a répondu plus vite que ma mère, ce qui m'a surprise jusqu'à ce que je le lise. Ta mère s'est occupée du déménagement. Par lui. Et puis 1 minute plus tard, plus doucement, plus comme l'homme lui-même. N'en fais pas toute une histoire, sage. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. 40 ans de ma famille en une seule phrase. Quelque chose vous est fait et votre travail, le travail de la victime, toujours, est de ne pas en faire toute une histoire. J'ai posé le téléphone dans le porte-gobelet et suis passé devant le centre commercial où j'avais eu mon premier emploi à 16 ans. Passé l'embranchement vers la route du lac que je n'étais pas encore prête à regarder, et je me suis laissé faire le calcul que j'avais évité depuis le trottoir. Une maison vendue rapidement pour de l'argent comptant. Mes affaires jetées, ma mère pressée de vider l'endroit avant que je puisse y rentrer. Mon père me demandant avant même que je sache la forme de quoi que ce soit de s'il vous plaît, ne pas en faire toute une histoire. Les gens qui n'ont rien à cacher ne bougent pas aussi vite. J'ai tourné dans la rue des Ashford avec cette pensée froide et nette dans ma poitrine. Et je me suis fait une petite promesse avant même de frapper. Quoi qu'il y ait dans cette maison, j'allais tout regarder. Chaque dernière pièce. La maison des Ashford était un modeste ranch en briques à 2 quartiers de là, des cartons encore empilés à la fenêtre avant. Rideau de couple de retraités, un jardin à moitié planté. J'ai frappé à 7 heures du matin, toujours dans les vêtements avec lesquels j'étais rentré, sentant l'avion et le café de quelqu'un d'autre. Un homme en cardigan a ouvert la porte, des lunettes de lecture remontées dans ses cheveux gris. Derrière lui, d'autres cartons, une vie en plein déballage. Je suis désolé de venir si tôt, ai-je dit. Je m'appelle Sage Pendleton. Mes parents vous ont vendu leur maison. Je pense. Je pense que certaines de mes affaires sont peut-être venues avec. Walt Ashford m'a regardé un long moment. Quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas pu lire. Puis il a reculé et a ouvert la porte plus grand. Judith, a-t-il appelé dans la maison, sans me quitter des yeux. Judith, viens ici. C'est la fille. La fille? La façon dont il l'a dit m'a arrêté sur le seuil. Pas la fille. Une question. La fille? Comme un fait qu'il portait. Comme s'il y avait une version de moi qui était arrivée à cette maison avant moi. Judith Ashford est sortie en s'essuyant les mains sur un torchon, une petite femme ronde aux yeux gentils et fatigués. Elle a regardé mon visage et quelque chose dans le sien s'est affaissé sur les bords. Oh, a-t-elle dit doucement. Oh, ma chérie, nous espérions que tu viendrais. Je ne connaissais pas ces gens. Je ne les avais jamais vus de ma vie, et ils me regardaient comme si j'étais une lettre qu'ils attendaient de livrer. Entrez, a dit Judith. Et ce n'était pas vraiment une invitation. C'était un sauvetage. Entrez et asseyez-vous avant de tomber. Vous avez l'air d'avoir fait un long voyage. J'en avais fait un plus long qu'elle ne le savait. Je suis entré dans la maison d'un inconnu qui appartenait autrefois à des inconnus qui étaient autrefois mes parents, et je les ai laissés m'asseoir à une table de cuisine. Et je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de recevoir le premier fil de la chose qui allait déchirer toute ma famille. Ils m'ont donné du café que je n'avais pas demandé et que je n'ai pas refusé. La tasse disait, le meilleur golfeur du monde. Judith s'en est excusée comme si ça avait de l'importance. Nous avons conclu il y a 3 semaines, a dit Walt, s'installant en face de moi, tournant sa propre tasse en un cercle lent. C'est arrivé vite. L'agent immobilier a dit que les propriétaires voulaient s'en débarrasser rapidement. En espèces s'ils le pouvaient. Nous cherchions depuis 2 ans. Nous avons sauté sur l'occasion. Il y avait encore des meubles à l'intérieur, a dit Judith. Quand nous avons fait la visite, de vrais meubles,
pas du homestaging. C'était comme entrer dans la vie réelle de quelqu'un. Il y avait des marques sur un cadre de porte où quelqu'un avait mesuré un enfant qui grandissait. Elle s'est arrêtée, m'a regardé. C'était vous, n'est-ce pas? C'était moi, ai-je dit. Ma voix est sortie égale. J'en étais fier. Combien en ont-ils laissé? Walt et Judith ont échangé un regard. Le genre que les couples mariés construisent en 40 ans. Une phrase entière en un coup d'œil. L'agent a dit que tout allait à la décharge, a dit Walt avec précaution. A dit que la propriétaire, votre mère, lui avait dit de vider, de transporter, de jeter, d'en finir. Nous avons demandé si nous pouvions garder quelques pièces avant que le camion n'arrive. Du bois massif. On n'en voit plus. Ce genre de fabrication. À la décharge, ai-je répété. Les mots ne rentraient pas dans ma bouche. D'accord. 16 ans de photos de classe, les affaires de ma grand-mère, toute ma vie entreposée. À la décharge. Il y avait une commode, a dit Judith doucement, regardant mon visage comme une femme regardant le moniteur d'un patient. En cèdre. Du vrai cèdre. Toute la pièce sentait comme ça. De grosses poignées en laiton. Le tiroir du bas coince. Mes mains se sont immobilisées autour de la tasse du meilleur golfeur du monde. Je connaissais le tiroir qui coinçait. Je connaissais l'astuce exacte. Soulever et tirer en même temps, au même moment, sinon il ne céderait pas. Ma grand-mère me l'avait appris avec sa main sur la mienne sur le laiton chaud. Toutes les deux à genoux sur le sol de sa chambre, l'odeur du cèdre et de sa crème pour les mains à la lavande. Vous l'avez gardée, ai-je dit. La commode, vous l'avez gardée. Nous ne pouvions pas la laisser aller à la décharge, a dit Judith comme si l'idée la blessait physiquement. Elle est dans la chambre d'amis. Et ma chérie, nous n'avons pas ouvert le tiroir du bas plus d'1 pouce. Il était plein des affaires de quelqu'un. C'était comme lire le courrier de quelqu'un. Elle a tendu la main sur la table, mais ne m'a pas tout à fait touché. Quoi qu'il y ait là-dedans, c'est à vous. Ça a toujours été à vous. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans ce tiroir, parce que ça change tout, et j'ai besoin que vous soyez stable quand je le ferai, prenez une seconde. Si cette histoire est déjà installée dans votre poitrine, aimez et abonnez-vous pour qu'elle puisse trouver les personnes qui en ont besoin ce soir. Et dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous écoutez et quelle heure il est là où vous êtes. Je les lis tous. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette chambre d'amis. Vous devez comprendre qui j'étais dans cette famille avant d'ouvrir le tiroir, car sinon le tiroir n'est qu'un meuble. J'ai grandi en étant le mauvais enfant dans une maison qui avait un favori. Mon frère Todd avait 2 ans de plus et était fait de tout ce que mes parents voulaient. Bruyant, facile, pardonné avant même d'avoir fini le crime. J'étais la silencieuse, celle qui lisait à table, celle qui, quand de l'argent disparaissait d'un sac à main ou qu'un mensonge faisait surface à l'école, était regardée en premier et questionnée en second. Ma mère avait une phrase qu'elle utilisait pour moi et elle l'utilisait comme un médecin annonçant un diagnostic à une salle d'attente. Ça je ressens les choses trop fort. Elle le disait à ma propre fête d'anniversaire, à la soirée parents-professeurs, à une tante pendant un jambon de Noël alors que j'étais assise juste là. Ça je ressens les choses trop fort. Cela signifiait que quoi qu'elle vienne de vous dire, ne le prenez pas en compte. Elle n'est pas fiable. C'est une fille faite de météo. Je l'ai cru pendant longtemps. C'est la partie que personne ne vous dit sur le fait d'être le bouc émissaire. On ne vous blâme pas seulement, on vous recrute. Vous commencez à vous blâmer vous-même de l'intérieur. Il y avait exactement une personne dans toute cette famille qui me regardait et voyait une personne entière au lieu d'un problème à gérer. Ma grand-mère, la propre mère de ma mère, je l'appelais Nana. C'est elle qui, quand je pleurais à 8 ans parce que les autres enfants disaient que j'étais bizarre, ne me disait pas de m'endurcir ou d'arrêter de ressentir les choses trop fort. Elle s'est agenouillée à mon niveau dans sa cuisine qui sentait le cèdre et la lavande et a dit, ressens-le jusqu'au bout, bébé. Puis décide quoi faire. Elle l'a dit toute mon enfance. C'était le contraire de la phrase de ma mère et c'était la seule chose vraie que quelqu'un m'ait dite sous ce toit. Nana est morte il y a 4 ans. J'en viendrai à ça d'abord. Le tiroir, parce que ce qu'elle y a laissé était la dernière chose qu'elle m'ait jamais dite, et ma mère l'a presque jeté à la décharge sans jamais savoir ce que c'était. La chambre d'amis sentait le carton des autres, et en dessous, faible et chaude, et instantanément physiquement la sienne, le cèdre.
La commode se tenait contre le mur du fond comme si elle m'avait suivi. À travers la vente, à travers l'océan, à travers 4 années que j'avais passées très soigneusement à ne pas penser à tout ça. 5 tiroirs, des poignées en laiton devenus hors doux par une vie de main. La commode de ma grand-mère dans la chambre d'amis d'un inconnu, sauvée d'une décharge par 2 personnes qui ne m'avaient jamais rencontré parce qu'elles ne pouvaient pas supporter de jeter la vie de quelqu'un. Je me suis agenouillé devant, comme je m'étais agenouillé 100 fois enfant. J'ai mis ma main sur la poignée du tiroir du bas, et pendant une seconde, je n'ai pas pu le faire. Ma poitrine a fait quelque chose de compliqué. Judith m'avait suivi jusqu'à l'embrasure de la porte et se tenait là, sans s'immiscer, juste présente, comme le font les bonnes infirmières. J'ai soulevé et tiré en même temps. Le tiroir a cédé avec le même déclic doux et la même libération que je me souvenais dans mes mains d'il y a 20 ans. Dessus, mes affaires, celles que j'avais stockées, un dossier de mes licences et certifications d'infirmière, une boîte à chaussures de photographie, un pull en laine qui sentait encore absurdement, incroyablement mon ancien appartement, mon ancienne vie. La fille que j'avais été avant de monter dans un avion. En dessous, enveloppée dans une thé d'oreiller propre comme Nana enveloppait tout ce qu'elle aimait, se trouvait un paquet de lettres attachées avec de la ficelle de jardin verte. Et sous les lettres, posées à plat contre le fond en cèdre, se trouvait une grande enveloppe manille, scellée, lourde, et sur le devant, d'une écriture penchée que je reconnaîtrais au fond de l'océan, un mot, sage. Juste mon nom, pas des bêtises, pas trop, pas entouré de famille. Mon nom écrit par la seule personne qui m'ait jamais choisi. Attendant 4 ans dans un tiroir que ma mère a essayé d'envoyer à la décharge. Je ne l'ai pas ouverte dans cette pièce. Je ne pouvais pas. Mes mains n'étaient pas stables et je ne pleure pas devant des étrangers, même gentils. J'ai rassemblé les lettres et l'enveloppe contre ma poitrine comme une femme portant quelque chose de vivant. Derrière moi, doucement, Judith a dit, il y a plus que des meubles dans l'histoire de cette maison, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Je pense que oui. J'ai rassemblé le reste lentement, agenouillé sur le sol d'un inconnu. Le dossier des licences d'infirmière, la preuve de la femme que j'avais construite à partir de rien pendant que ma famille regardait ailleurs. La boîte à chaussures de photographie, son couvercle ramolli par l'âge, le pull en laine qui sentait incroyablement l'appartement que j'avais abandonné il y a 11 mois. De petites choses, le genre de choses auxquelles on ne pense pas jusqu'à ce que quelqu'un décide en votre nom qu'elles valent moins que le coût d'un voyage à la décharge. Et je me suis laissé compter juste une fois ce que ces 2 étrangers n'avaient pas pu sauver. Le cadre de la porte dans l'ancienne maison où mon père avait crayonné ma taille à chaque anniversaire jusqu'à mes 12 ans. Vendu maintenant, repeint, appartenant à une femme en peignoir. Les boîtes de choses d'école. Le bol en céramique que j'avais fait en 7e année et dans lequel ma grand-mère gardait ses boutons. Parti à la décharge parce que ma mère ne voulait rien regarder de tout ça. J'ai de nouveau entendu sa voix. La façon dont on sent une écharde qu'on ne peut pas tout à fait trouver. Judith s'est agenouillée à côté de moi sans un mot et m'a aidé à empiler la boîte à chaussures sur le dossier, stabilisant la pile contre ma poitrine. Et elle n'a rien dit de réconfortant, ce qui était la chose la plus réconfortante qu'elle aurait pu faire. Elle m'a juste aidé à le porter. Vous savez à quoi je n'arrête pas de penser, a-t-elle dit enfin, doucement. Quelqu'un qui emballe une enveloppe scellée sous une fausse couche dans un tiroir verrouillé avec le nom d'un enfant dessus. C'est une personne qui se prépare à un combat qu'elle savait à venir. Votre grand-mère ne vous a pas caché ça, ma chérie. Elle l'a caché pour vous. J'ai tenu ma vie retrouvée contre ma poitrine dans une chambre d'amis qui sentait le cèdre et le carton. Et j'ai compris qu'elle avait tout à fait raison. Walt a transporté la commode en cèdre jusqu'à ma voiture de location lui-même et ne m'a pas laissé en soulever un coin. Mon dos est foutu de toute façon, a-t-il dit, ce qui n'était pas vrai. Il l'a manipulée comme si elle ne pesait rien. Doucement tout le long. La façon dont on porte quelque chose qui compte pour quelqu'un, même si ça ne compte pas pour soi. Il l'a mise dans le coffre, l'a calée avec une couverture de déménagement pour qu'elle ne bouge pas, puis il est resté là, dans son cardigan, dans le froid du matin, et m'a regardé avec ses lunettes de lecture toujours remontées dans ses cheveux. Je ne sais pas ce que votre famille a fait, a-t-il dit. Ce ne sont pas mes affaires, mais j'ai acheté et vendu 4 maisons dans ma vie, jeune femme, et je ne suis jamais entré dans une maison où le propriétaire a dit à l'agent de jeter la commode en cèdre d'une femme décédée et un tiroir plein des licences d'un enfant comme si c'était des ordures. Il a secoué la tête lentement. Les gens ne jettent pas des choses comme ça à moins qu'ils n'essaient de ne pas les regarder. Je n'y avais pas pensé de cette façon, que ma mère n'avait pas seulement été négligente,
qu'elle avait été pressée, qu'il y avait quelque chose dans cette maison dont elle avait voulu se débarrasser rapidement, à bas prix et sans examen avant que je ne rentre à la maison. Quoi que cela devienne, a dit Walt, et il a tendu la main et a serré la mienne, sèche et ferme. J'espère que vous gagnerez. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à gagner, ai-je dit honnêtement. Il a regardé l'enveloppe manie sur le siège passager avec mon nom dessus dans cette écriture penchée. Quelqu'un pensait qu'il y en avait, a-t-il dit. Ils ont écrit votre nom dessus et l'ont caché sous une fausse couche dans un tiroir verrouillé. Les gens ne font pas ça pour rien. J'ai conduit 3 pâtés de maison, me suis garé sur un parking d'église vide, j'ai mis la voiture au point mort et je suis resté assise là, avec le nom de ma grand-mère pour moi posé sur mes genoux. Puis j'ai pris l'enveloppe et j'ai glissé mon pouce sous le rabat. À l'intérieur se trouvaient des papiers, nets, officiels, agrafés dans le coin. Pas l'écriture penchée de ma grand-mère, une police de caractère propre d'avocat, et en haut, en gras, une phrase qui est entrée dans ma vie et a déplacé un mur porteur. Dernière volonté et testament de Ruth Elaney Callaway, le nom complet de ma grand-mère. Ma grand-mère, dont ma mère m'avait dit 3 jours après les funérailles, le visage devenant soigneusement vide, qu'elle n'avait pas mis ses affaires en ordre. J'ai lu le premier paragraphe. Moi, Ruth Elaney Callaway, saine d'esprit et de mémoire, révoque par la présente tous les testaments et codicilles antérieurs. J'ai lu la 2e page. Mes yeux n'arrêtaient pas de glisser sur les mots parce que les mots réarrangeaient le sol sous mes pieds. Et puis, dans le langage simple, terrible et immuable de la loi, je donne, lègue et transmets l'intégralité de ma succession, y compris ma résidence à Larkspurlan, et tous les comptes financiers détenus à mon nom, à ma petite-fille, sage Pendleton. Pas à ma mère, à moi. Je l'ai lu 4 fois. Je l'ai lu jusqu'à ce que les lettres cessent d'être des lettres. Ma résidence à Larkspurlan. Sa maison. La petite maison au bord de l'eau où j'ai appris à nager. Où je me cachais dans les roseaux quand les adultes se disputaient. Où personne ne m'a jamais dit que je ressentais les choses trop fort. Elle me l'a laissé. Tout. Il y avait une page de signature. Ruth Eleanor Callaway dans son écriture penchée, datée de l'hiver avant sa mort. L'hiver où j'étais resté avec elle. L'hiver où elle faisait encore les mots croisés au stylo. Et en dessous de la sienne, 2 autres signatures, des témoins, et un cachet de notaire en relief, et un paragraphe avec un titre que je ne comprenais pas encore, mais que je finirais par comprendre mieux que je ne l'aurais jamais voulu. Attestation autoprobante. Ce n'était pas une copie. Il n'y avait pas de filigrane de copie, pas d'ombre de photocopie grise. C'était l'instrument original, le document lui-même, la seule et unique chose physique qui, en vertu de la loi, pouvait rendre tout cela réel. Et ma mère avait passé 4 ans à dire à chaque personne de notre famille que cela n'existait pas. Elle avait vécu dans la maison de ma grand-mère. Elle avait, j'allais bientôt l'apprendre, pris l'argent de ma grand-mère, et ce dimanche, dans 3 jours, elle vendait le dernier vestige, croyant tout le temps que le seul papier qui pouvait l'arrêter pourrissait dans une décharge où elle l'avait envoyé. J'ai appelé le numéro de téléphone imprimé au bas de la page de couverture avant même d'avoir consciemment décidé de composer. Dumont & Dreyes, droit des successions et des testaments. Une femme a répondu à la 2e sonnerie. Je m'appelle Sage Pendleton, ai-je dit. Je tiens le testament original de ma grand-mère entre mes mains, et j'ai besoin que quelqu'un me dise ce que ma mère a fait. Il y a eu un silence sur la ligne, pas un silence vide, un silence retenu. Mademoiselle Pendleton, a dit la femme, et sa voix était très prudente, la voix de quelqu'un qui abaisse un poids qu'il tenait depuis longtemps. Je m'appelle Grace Beaumont. J'ai rédigé ce testament et j'essaie de joindre la succession de votre grand-mère depuis 3 ans. Mettez l'histoire en pause ici car je veux que vous deviniez avant que Grace Beaumont ne me dise le reste. Que pensez-vous que ma mère a fait pendant 4 ans avec une maison qui m'a été laissée et l'argent qui allait avec? Commentez votre supposition avant que je ne le dise. Je vous promets que la plupart des gens visent trop bas. Le bureau de Grace Beaumont avait de vraies étagères de livres et une fenêtre pleine de l'après-midi gris. Elle avait peut-être 60 ans, les cheveux argentés, précise, avec le calme particulier et imperturbable d'une personne qui a vu un grand nombre de familles se faire le pire, et qui a appris à rester très immobile pendant que cela se produit. J'ai posé le testament sur son bureau. Elle a mis ses lunettes et l'a lu, bien qu'elle n'en ait pas eu besoin. Elle l'avait écrit, et j'ai compris qu'elle le lisait pour moi, pour que j'aie un moment pour m'asseoir et respirer. C'est l'original, a-t-elle dit. Vous comprenez ce que cela signifie.
Dites-le-moi comme si je ne le comprenais pas. Elle a croisé les mains. Un testament n'a aucun pouvoir tant qu'il n'est pas homologué par le tribunal des successions. Et à de très rares exceptions près, un tribunal n'homologuera pas un testament à partir d'une photocopie. Il exige l'instrument original signé. Votre grand-mère le savait, c'est pourquoi Grace a tapoté la page de l'attestation. Elle a fait quelque chose que j'avais déconseillé à l'époque. Elle a emporté l'original chez elle au lieu de le laisser dans le coffre-fort de mon cabinet. Elle m'a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance pour survivre à sa propre fille. Elle a dit qu'elle le donnerait à celle qui lit vraiment ce qu'on lui met sous les yeux. Grace a levé les yeux. Je suppose que c'était vous. C'était dans un tiroir, ai-je dit, avec mon nom dessus, depuis 4 ans. Et en 4 ans, a dit Grace lentement, aucun testament n'a jamais été déposé auprès du tribunal des successions. Je le sais parce que j'ai vérifié le registre tous les quelques mois depuis la mort de votre grand-mère. Quand Ruth est décédée, quelqu'un a représenté à ce tribunal qu'elle était décédée intestat, sans testament. Savez-vous qui a fait ça? Je le savais déjà, mais je l'ai fait dire parce que j'avais besoin que ce soit réel en dehors de ma propre tête, dans une pièce avec des étagères. Votre mère, a dit Grace. Elle a adressé une requête au tribunal en tant que plus proche parente d'une femme décédée sans testament. En cas de succession AB intestat, un enfant survivant hérite avant un petit enfant. Donc, sur le papier, dans les registres, tout ce que Ruth possédait est passé à Cheryl. La maison, les comptes. Combien, ai-je dit? Au moment du décès, un peu moins de $100 000 sur les comptes. Grace n'a pas scié. Et la maison de Larkspurlan, qui sur ce marché vaut plusieurs fois cette somme maintenant. Elle a enlevé ses lunettes. Mademoiselle Pendleton, je vais dire quelque chose, et je veux que vous l'entendiez clairement. Quand une personne sait qu'un testament existe et le dissimule au tribunal et prend pour elle-même ce que ce testament a laissé à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un malentendu familial. Dans cet état, dissimuler un testament à des fins personnelles est un crime. Le mot « crime » est resté dans la pièce entre les étagères et la fenêtre grise, et il n'a pas bougé. Et puis Grace a dit la chose qui a déclenché le compte à rebours. Il y a un autre élément, et je suis désolé d'être celle qui le détient. La maison de Larkspurlan est actuellement en vente. Il y a une journée portes ouvertes ce dimanche. Elle a vérifié une note sur son bureau. Votre mère vend la maison de votre grand-mère dans 3 jours. Larkspurlan. Dites-le à voix haute et j'ai de nouveau 8 ans. Brûlée par le soleil et heureuse, ce qui est une chose que je n'étais presque nulle part ailleurs sur terre. Cette maison était tout le cœur de Nana. Elle l'a achetée avec la pension de mon défunt grand-père et a planté des pieds d'alouette le long de la route le premier printemps et a secrètement nommé la route d'après les fleurs même si le comté l'appelait quelque chose d'ennuyeux avec un numéro. J'ai appris à nager depuis le petit quai en bois derrière. Nana dans les bas-fonds avec les bras tendus en disant « Je te tiens. Je te tiens ». Quand ma propre maison devenait trop bruyante, quand le favori était loué et la fille météo blâmée, la maison de Nana au bord de l'eau était l'endroit où je courais. Pendant 4 ans, ma mère avait vécu dans la prise de cette maison. Grace me l'a exposée sans détour parce que je lui ai demandé de ne rien me cacher. Cheryl n'avait pas emménagé. Elle l'avait louée, percevant les revenus mois après mois sur son propre compte pendant 4 ans d'une maison qu'un bout de papier dans mon tiroir disait être la mienne. Et maintenant, avec les prix élevés et moi commodément de l'autre côté d'un océan, elle encaissait le dernier vestige. Le quai, les pieds d'alouette, la porte bleue que Nana a peinte elle-même, vendue au plus offrant du dimanche. J'y suis allé ce soir-là même. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis dit que j'avais juste besoin de le voir. Il y avait un panneau immobilier planté dans le jardin de devant, juste là où les pieds d'alouette étaient les plus épais. Une boîte à clés était accrochée à la porte bleue. Par la fenêtre avant, je pouvais voir la maison préparée pour des étrangers. Des coussins de quelqu'un d'autre sur le vieux canapé de Nana. Un bol de citrons artificiels brillants posé sur la table où elle m'a appris le gin Rami et m'a laissé gagner jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Et dans l'allée, une voiture que je connaissais aussi bien que mes propres mains. Celle de ma mère. Je ne suis pas entré. Je me suis garé de l'autre côté de la route au crépuscule avec le testament dans un dossier sur le siège passager, et j'ai regardé ma mère se déplacer dans la maison de ma grand-mère, allumant des lampes pour que la pièce paraisse chaude et accueillante pour les gens qui venaient les acheter. Et j'ai senti la dernière parcelle de l'enfant en moi se taire. Elle avait qualifié ma vie de « simple bêtise ».
Elle avait presque brûlé le seul papier qui pouvait tout reprendre. Et elle, en ce moment même, se déplaçant dans ses pièces éclairées, n'avait aucune idée que je le tenais. C'est ce soir-là que j'ai cessé d'être la fille qui demande avec précaution. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans la chambre louée avec le reflet des lampadaires au plafond, et je ne pouvais pas faire croire à mon corps que tout cela était réel. Quelque temps après 2 heures, je me suis levé, j'ai allumé la petite lampe et j'ai ouvert le tiroir du bas de la commode en cèdre. Coincé, soulevé, cédé. Et j'ai sorti le paquet de lettres, toujours attachées avec leur ficelle verte. Je ne les ai pas déliées. Je n'étais pas prête. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire tant qu'on n'a pas cessé d'avoir peur de ce qu'elles vous feront. Et je n'en étais pas encore là. Je les ai juste tenues et en dessous, le testament dans son dossier, le papier qui avait réarrangé toute ma vie sur un parking d'église cet après-midi-là. C'est la chose dont personne ne vous prévient lorsque vous obtenez la preuve que quelqu'un vous a aimé. Ce n'est pas comme une victoire. Ça s'installe dans votre poitrine comme un chagrin avec le volume monté. Toutes ces années, j'aurais donné n'importe quoi pour qu'une seule personne me choisisse. Et voici la preuve, pesée et pliée dans mes 2 mains, et elle était partie depuis 4 ans avant que je ne la trouve. J'ai remis le paquet exactement là où elle l'avait laissé. Parce qu'il y a une différence entre le chagrin et la paralysie, et ma mère avait passé 31 ans à compter sur moi, à confondre les deux, à compter sur la fille triste et silencieuse qui ressent tout trop fort pour le ressentir si fort qu'elle ne pouvait pas agir. J'ai fermé le tiroir. J'ai éteint la lampe. Le matin, j'allais monter un dossier. Je veux être honnête sur quelque chose parce que les gens supposent toujours la mauvaise chose sur ce que j'ai fait ensuite. Ils pensent que je suis entré en trompe dans cette maison et que j'ai agité le testament au visage de ma mère. Je ne l'ai pas fait. C'est exactement comme ça qu'on perd contre une femme comme Cheryl. Ma mère maîtrise le bruit. Elle maîtrise les larmes sur commande, après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle maîtrise l'art de retourner toute une pièce contre vous avant même que vous n'ayez atteint la fin de votre première phrase. Si j'étais entré en hurlant, elle aurait eu le public qui la plaignait en 90 secondes et moi, à nouveau et pour toujours, dans le rôle de l'instable qui ressent les choses trop fort. On ne bat pas une personne comme ça en étant plus bruyant. On la bête en étant silencieux, correct et complètement préparé alors qu'elle est encore absolument certaine d'être en sécurité. Alors le lendemain matin, j'étais de retour dans le bureau de Grace Beaumont et j'ai posé la seule question qui comptait. Pouvons-nous arrêter la vente? Grace n'a pas édulcoré les choses. Nous déposons le testament original pour homologation immédiatement, aujourd'hui, si vous signez. Nous demandons au tribunal de l'admettre et de geler la succession, y compris la maison, au motif qu'il ne s'agissait jamais d'un actif que votre mère pouvait vendre. Une fois cette requête inscrite au registre, et une fois que nous aurons signifié l'avis à l'agent immobilier et à la société de titres, aucune société de titres responsable dans le pays n'assurera cette vente. Un testament concurrent déjà déposé tue une conclusion de vente nette. Il n'y aura pas de vente dimanche ou un autre dimanche jusqu'à ce que cela soit résolu. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis l'aéroport. Mais Grace a levé un doigt et voilà. Il y a toujours un mais. Vous devez comprendre le risque avant de signer car il est réel et il est dirigé contre vous. Dites-moi. Votre mère ne se lèvera pas pour dire qu'elle a fait une erreur. Ce n'est pas l'animal auquel nous avons affaire. Elle dira que vous avez falsifié ce testament. Elle dira que votre grand-mère n'était pas saine d'esprit quand elle l'a signé. Et l'argument qui m'inquiète le plus, Grace m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle demandera au tribunal, à voix haute, pourquoi vous avez personnellement gardé un testament original pendant 4 ans sans rien dire. La dissimulation est une épée à double tranchant, mademoiselle Pendleton. Un juge voudra savoir pourquoi la petite fille qui en bénéficie avait le document tout le temps et est restée silencieuse pendant que la succession était distribuée à quelqu'un d'autre. Parce que je ne savais pas que je l'avais. Je pensais que parce qu'elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Parce que j'avais 27 ans, que j'étais en deuil et que j'ai fait confiance à ma propre mère. Dit à voix haute dans une salle d'audience, sous serment, avec ma mère pleurant sur la chaise voisine, cette vérité allait sonner exactement comme un mensonge. Alors nous prouvons que je ne savais pas, ai-je dit. Quoi qu'il en coûte, nous le prouvons. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect a traversé le visage de Grace Beaumont. Alors, a-t-elle dit en débouchant un stylo, construisons-le. Signez ici, et sage, dites-moi tout ce que vous pouvez sur les 11 mois où vous étiez parti.
Votre absence est peut-être la chose la plus vraie que vous possédiez. Grace a fait glisser le contrat et la requête sur le bureau, j'ai pris le stylo, et puis, je vais être honnête avec vous, je me suis arrêté. Le stylo a plané au-dessus de la ligne, et pendant une longue respiration, j'ai pensé à ne pas le faire, car je savais ce que signer signifiait. Cela ne signifiait pas seulement se battre pour une maison. Cela signifiait la fin de la famille. Pas la bonne famille. Celle-là n'a jamais existé. Mais l'idée, celle que j'avais portée toute ma vie, comme la photographie d'un endroit où je n'avais jamais été. Signé ici. Et il n'y avait plus de faux semblants à Thanksgiving. Plus de, un jour, peut-être qu'elle me verra. Ma mère ne me parlerait plus jamais. Et une partie lâche de moi, âgée de 7 ans, voulait toujours ma mère. Grace ne m'a pas pressé. Elle avait vu une centaine de personnes tenir ce stylo au-dessus de cette ligne. Elle a juste dit doucement, quoi que vous décidiez, cela doit être votre décision. Pas celle de votre grand-mère, pas la mienne, la vôtre. J'ai pensé à l'enveloppe scellée avec mon nom dessus. À une femme mourante qui faisait les mots croisés au stylo et qui a fait lire chaque ligne à haute voix par un notaire pour que personne ne puisse la traiter de confuse. Elle savait que ce moment exact allait arriver. Elle savait que je serais assise quelque part avec un stylo tremblant dans la main, voulant plaire aux gens qui ne m'avaient jamais choisi, et elle m'avait laissé la réponse 4 ans plus tôt. Ne la laisse pas te faire douter de ce que tu tenais entre tes propres mains. J'ai signé mon nom, sage Pendleton, propre et stable sur la ligne. Et le désir, le vieux désir de 7 ans n'a pas disparu. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Il a juste cessé d'être aux commandes. Grace a déposé l'original cet après-midi-là, l'a apporté elle-même au palais de justice. Cette partie a été rapide. Construire la preuve que je n'avais pas su. Cela a pris le reste de la semaine, et cela m'a emmené dans des endroits de ma propre famille que j'avais évité toute ma vie. Le plan de Grace était clair. Mon innocence, disait-elle, résidait dans la chronologie. J'avais été hors du pays pendant 11 mois dans le cadre d'un contrat médical documenté. Elle pouvait obtenir mes dossiers de déploiement, mes scans de badge, ma paie. Pendant la fenêtre exacte où la succession a été distribuée, et la maison d'abord louée, j'étais en deuil, je faisais mes valises et je signais une offre de départ, et le tiroir lui-même m'a aidé. Un testament caché sous une fausse couche, scellé dans une commode que je n'avais pas vue depuis des années, dans une maison qui ne m'appartenait pas et que je visitais rarement. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui dissimule un document. C'est quelqu'un qui n'a jamais su. Mais les chronologies sont froides, a dit Grace. Les juges sont humains. Nous voulons aussi un témoin. Quelqu'un qui peut dire à la barre que Ruth leur a dit qu'elle avait fait un testament et qu'elle l'avait laissé pour vous spécifiquement. Votre grand-mère en a-t-elle parlé à quelqu'un d'autre? Je ne savais pas. Et il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, ce qui signifiait appeler les 2 noms de témoins sur la page de signature, 2 étrangers qui avaient vu ma grand-mère signer. Et cela signifiait finalement l'appel plus difficile, celui à mon frère pour savoir ce que Todd avait su pendant qu'il m'envoyait un emoji qui rit. J'ai fait le plus facile en premier. Les 2 témoins étaient un couple de retraités qui avaient été les voisins de Nana sur Larkspurlan. Et la notaire, une femme nommée Patrice Aurin, travaillait toujours dans une papeterie à 2 villes de là. Quand j'ai joint Patrice et lui ai dit au sujet de quel testament j'appelais, elle est devenue silencieuse, puis a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Ruth Callaway, a-t-elle dit. Je me souviens d'elle. Elle m'a fait relire tout le testament à voix haute avant de signer. Et elle a dit, je l'ai écrit dans mon livre. J'écris les cas inhabituels. Elle a dit, je veux que ce soit enregistré. Je ne suis pas confuse. Ma fille va dire que j'étais confuse. Patrice a fait une pause. Je tiens un registre de chaque signature, ma chérie. 15 ans d'entre eux. Le sien est là-dedans, daté, paraphé. Vous voulez que je vous en fasse une copie? Une femme que je n'avais jamais rencontrée, qui tenait un livre, avait noté la peur de ma grand-mère 4 ans avant que je ne trouve le tiroir. Oui, ai-je dit, s'il vous plaît. Et mademoiselle Aurin, seriez-vous prête à dire cela devant un juge? Je serai prête, a dit Patrice, à le dire devant Dieu. Les 2 témoins étaient toujours sur Larkspurlan. Je suis allé les trouver le lendemain matin parce qu'un nom sur une page de signature est un fait, mais une personne qui regarde un juge dans les yeux est une arme. Bill et Anne Renwick avaient vécu à côté de ma grand-mère pendant 30 ans dans une maison jaune avec un jardin clôturé.
Anne a ouvert la porte avant même que je finisse de frapper, m'a jeté un coup d'œil et a dit, « Vous êtes la fille de Ruth. Seigneur, vous avez son menton. » Et puis elle s'est mise à pleurer. Ce qui m'a fait pleurer à mon tour, debout là, sur le porche d'un inconnu qui n'était pas du tout le porche d'un inconnu. Ils m'ont fait asseoir sur leur véranda, tous les deux, et ils m'ont parlé du dernier printemps de ma grand-mère, les parties que j'avais manquées en étant à un océan de distance. Comment Ruth les avait invités un après-midi et leur avait demandé, très formellement, d'être témoins de la signature de quelques papiers. Comment elle avait fait lire chaque ligne à haute voix par la notaire. Comment, après, elle s'était tenue à la clôture avec Anne et avait dit, aussi simplement que le temps qu'il fait, j'ai tout laissé à Sage, la maison, tout. C'est la seule qui n'en fera pas de l'argent. Elle était vive comme l'éclair, a dit Bill, se penchant en avant. Urgent. Je veux que ce soit enregistré. Quoi que dise votre mère, et nous en avons entendu une partie, c'est une petite route. Ruth Callaway savait exactement ce qu'elle faisait. Elle m'a battu au cribbage la semaine avant d'entrer à l'hôpital, 2 fois. Votre mère nous a dit qu'il n'y avait pas de testament, a dit Anne doucement. Aux funérailles, elle l'a dit à toute la route, et nous j'ai honte de ça, ma chérie. Nous avons pensé, eh bien, peut-être que Ruth a changé d'avis. Peut-être qu'elle l'a déchiré. Nous ne voulions pas créer de problème. On ne fait pas ça à des funérailles. Elle a pressé un mouchoir contre sa bouche. Mais nous avons signé ce papier. Nous l'avons vu le signer. Et si vous avez besoin que nous nous levions pour le dire, nous le ferons. Nous aurions dû le dire il y a 4 ans. Je leur ai demandé avec précaution s'ils mettraient cela par écrit pour mon avocat. Anne était déjà debout à la recherche d'un stylo avant même que j'aie fini la phrase. Je suis rentré avec 2 déclarations signées sur le siège passager et un sentiment pour lequel je n'avais pas de nom, pas tout à fait de l'espoir, quelque chose de plus stable que l'espoir. Le sentiment d'une histoire qui avait été enterrée et qui commençait enfin à refaire surface et des personnes en qui ma grand-mère avait confiance se révélant à la fin dignes de cette confiance. C'est ce jour-là que l'affaire a cessé d'être juste moi. Cette nuit-là, j'ai enfin lu les lettres. Je les portais depuis 2 jours, enveloppées dans la thé d'oreiller, et je n'avais pas pu le faire. Il y a un genre de choses qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas cessé d'avoir peur de ce que ça vous fera. Je me suis assise à la petite table de ma chambre louée avec la ficelle verte dans les mains, et je les déliais. Et je les ai lues dans l'ordre, de la plus ancienne à la plus récente. Elles n'étaient pas dramatiques. C'est ce qui m'a démoli. Elles étaient petites, ordinaires, quelques-unes par saison, écrites au cours des dernières années de sa vie et laissées dans le tiroir pour que je les trouve quand je rentrerai enfin, finalement, à la maison. Elle a écrit sur les pieds d'alouette qui poussaient le long de la route. Sur un héron qui se tenait sur le quai chaque matin cet été-là comme s'il payait un loyer, sur les mots croisés et le nouveau chiot d'un voisin, et comment elle avait commencé à laisser la lumière du porche allumée parce que cela rendait la maison moins vide. Elle a écrit que je lui manquais, simplement, sans culpabilité. La façon dont seules les personnes qui vous aiment proprement peuvent vous manquer, et enfiler à travers chacune d'elles, si doucement que j'ai presque lu par-dessus la première fois, se trouvait la vérité qu'elle m'avait laissée comme une piste de miettes de pain. J'ai mis la maison à ton nom dans mon testament, bébé. Pas parce que tu as besoin d'une maison, parce que tu es la seule d'entre qui en fera un foyer au lieu d'une étiquette de prix, m'a-t-elle dit de sa propre main des années avant tout ça. Et puis la dernière lettre, datée de 3 semaines avant sa mort, d'une main qui avait enfin commencé à trembler. Sage, ta mère va te dire que je n'ai rien laissé. Elle a déjà commencé, droit dans les yeux, et je ne suis même pas encore parti. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai donné les papiers à la seule personne de cette famille qui lit ce qu'on lui met sous les yeux au lieu de ce qu'elle veut voir. C'est toi. Ça a toujours été toi. Ne la laisse pas te faire douter de ce que tu tenais entre tes propres mains. Tu étais celle que j'ai choisie, Sage. Dès le tout début, tu étais celle que j'ai choisie. Ressens ça jusqu'au bout, puis décide quoi faire. Tu étais celle que j'ai choisie. Les mêmes mots qu'elle avait dit sur son lit d'hôpital, sa main dans la mienne. 6 nuits comme ça à la toute fin. J'avais pensé tout ce temps que ce n'était que de l'amour, la tendresse d'une grand-mère mourante. Ce n'était pas seulement ça. C'était une clé laissée dans un tiroir, enveloppée dans une thé d'oreiller avec mon nom dessus. Attendant 4 ans que je rentre à la maison et que je soulève et tire en même temps. J'ai mis mon visage dans mes mains dans une chambre louée et pour la première fois depuis la piste d'atterrissage, j'ai laissé tout sortir jusqu'au bout. Le lendemain matin,
Grace et moi sommes allés chercher la trace écrite, et la trace écrite était pire que ce que je m'étais laissé imaginer. Elle a d'abord consulté le registre des successions, le dossier public de ce que ma mère avait déposé il y a 4 ans. Et là, c'était, scanné et tamponné, une requête pour administrer la succession de Ruth Elaney Callaway, qui était décédée, le document le jurait, sans laisser de testament valide. La signature de ma mère en bas, son écriture réelle, la même boucle qu'elle utilisait sur mes cartes d'anniversaire, sur un document judiciaire jurant que ma grand-mère n'avait rien laissé. Je suis resté longtemps avec cette page. C'est une chose de se faire dire que sa mère a menti. C'en est une autre de l'avoir signé son nom. Puis Grace a ouvert un dossier que son assistante juridique avait passé 2 jours à assembler et m'a montré le reste. 4 ans. La maison de ma grand-mère sur Larkspurlan avait été louée tout le temps. Une jeune famille y avait vécu, payait chaque mois, sans jamais savoir que la femme qui percevait leur chèque n'avait aucun droit légal sur un centime. Grace a disposé les dépôts en colonne. Mois après mois sur un compte au nom de ma mère. 4 ans de loyer d'une maison qu'une enveloppe scellée dans mon tiroir disait être la mienne. C'est la partie qui met fin à l'histoire de la mère en deuil, a dit Grace en tapotant la colonne. Une mère en deuil prend une mauvaise décision dans le brouillard de la perte. Ceci, elle a déplacé son doigt le long des années de dépôt régulier et patient, est une entreprise. Elle a bâti une entreprise en dissimulant le testament de votre grand-mère. Les tribunaux comprennent la différence. Combien, ai-je dit? La même question que je lui avais posée le premier jour. Je n'arrêtais pas de la poser parce que le chiffre ne cessait de grossir et que j'avais besoin de continuer à le regarder. Grace m'a dit le loyer plus les comptes qu'elle avait pris en tant que plus proche parente plus le prix de vente qu'elle était sur le point d'empocher dimanche. C'était plus d'argent que ce que je gagne en une décennie de garde de nuit à maintenir des étrangers en vie. J'ai fermé le dossier. Mes mains étaient stables. J'ai remarqué, avec une sorte d'intérêt distant, que je pouvais tenir 4 ans du vol de ma mère dans mes 2 mains sans trembler. Il y a encore une chose que je dois savoir, ai-je dit à Grace, avant d'aller plus loin. Je dois savoir si mon frère était au courant. Elle m'a regardé et ne m'a pas dit de laisser tomber. Elle a juste dit, alors allez lui demander. Mais sage, quoi qu'il dise, vous en avez déjà assez. Vous n'avez pas besoin de lui. Je n'avais pas besoin de lui. Je suis allé chez lui quand même. Cet après-midi-là, j'ai cessé d'espérer. La maison de Todd est plus belle que ce que le salaire d'un directeur des ventes régionales explique, ce qui est une phrase que je ne m'étais jamais laissé finir avant cette semaine. Il a répondu à la porte avec une bière à 14h et a dit, « Ouah, tu es vraiment de retour. » Comme si j'étais revenu d'un long week-end et non de 11 mois à un océan de distance. Je ne me suis pas assise. Je lui ai demandé directement. Savait-il que Nana avait laissé un testament? Et mon frère, mon sang, le garçon dont j'avais pris la responsabilité pour le camion cabossé parce que j'étais meilleur pour absorber les blâmes, s'est appuyé sur le cadre de sa propre porte et a dit la phrase qui nous a achevés. Sage, allez. Il a pris une gorgée de bière. Maman s'en est occupée. C'est de l'argent de famille. Ça allait toujours se régler en famille. Tu n'étais pas là. Tu n'es jamais là. Un haussement d'épaule comme s'il expliquait la météo. Et soyons réalistes, tu aurais vendu la maison aussi. Alors, quelle est la différence? Tu savais qu'il y avait un testament, ai-je dit. Je savais que maman s'en occupait. Je n'ai pas lu les petits caractères. Il a eu la décence, au moins, de ne pas tout à fait me regarder dans les yeux. Nana perdait la tête à la fin de toute façon. Quoi qu'elle ait signé, ça ne compte pas vraiment. Tout le monde le sait. Nana, qui faisait les mots croisés au stylo la semaine de sa mort. Nana, qui a fait relire tout le testament à voix haute par un notaire pour que ce soit enregistré. Elle n'était pas confuse. Perdre la tête. Ne fais pas ça, Todd, a-t-il dit. Et pendant une demi-seconde, quelque chose a bougé derrière son visage. Quelque chose qui aurait pu être le frère d'avant. Celui qui m'a appris à faire des ricochets sur ce même quai. Ne fais pas ça. Tu vas faire exploser toute la famille pour une maison. Je ne fais rien exploser, ai-je dit. Je vais dire la vérité dans une salle d'audience. Ce qui explose dépend des gens qui ont menti. Je suis rentré dans ma chambre louée dans le noir et je me suis laissé pleurer la famille que j'avais passé 31 ans à espérer se cacher quelque part sous celle que j'avais réellement. C'était le vrai fond, pas la maison,
pas même la perte de Nana. C'était le fait simple, enfin dit à voix haute dans une voiture vide sur une route sombre. Il se choisissait à chaque fois, et il n'allait jamais, pas une seule fois, dans aucune version de cette histoire, me choisir. Je me suis laissé le ressentir, jusqu'au dernier degré. Puis j'ai décidé quoi faire. Les 2 jours suivants ont été un compte à rebours, et je les ai gérés comme une garde. C'est le truc avec le travail que je fais. On apprend à bouger vite et à rester lent en même temps. À laisser l'alarme hurler pendant que vos mains restent stables. La journée portes ouvertes de dimanche était l'alarme. Tout le reste n'était que des tâches dans l'ordre, bien faites. Grace a préparé l'avis qui serait envoyé à l'agent immobilier et à la société de titres, le fil piège juridique qui arrêterait la vente à l'instant même où il serait signifié. J'ai récupéré mes propres dossiers. 11 mois de scan de badge, de fiche de paie, le contrat avec sa date de début et de fin tamponnée dans une police de caractère gouvernemental. Mon absence exposée comme une chronologie prouvant que je n'aurais pas pu arranger, rédiger ou cacher quoi que ce soit parce que j'étais de l'autre côté de la planète pendant que la succession était dépecée. Votre absence est peut-être la chose la plus vraie que vous possédiez. Grace avait raison. J'ai fait des copies de tout. Le testament 3 fois, les déclarations des Renwick, la page du registre de Patrice. J'ai fait une copie de la propre signature de ma mère sur la requête vieille de 4 ans, jurant qu'il n'y avait pas de testament, et je l'ai mise à côté d'une carte d'anniversaire qu'elle m'avait envoyée une fois, et j'ai regardé les 2 boucles de son nom correspondre. Et je n'ai rien ressenti du tout, ce que j'ai décidé était un progrès. Et au milieu de tout ça, une petite chose humaine. Judith Ashford m'a envoyé par texto une photo de l'endroit vide dans leur chambre d'amis où la commode en cèdre avait été avec un message. Ça semble bizarre sans elle. Ça semble juste qu'elle soit avec vous. Venez dîner quand tout ça sera terminé. Des étrangers, encore une fois, faisant le travail que ma famille ne ferait pas. Le mercredi soir, toute l'affaire tenait dans un seul dossier crème sur le bureau de Grace, carré et silencieux, attendant dimanche. Je pensais que le plus dur était derrière moi. Puis ma famille m'a rappelé qu'elle n'envoie jamais le pire en premier. Mon père est venu me voir jeudi. Ça m'a surprise. Mon père ne vient pas voir les gens. Les gens sont convoqués chez lui, ou plus précisément, chez ma mère, et il est dans la pièce quand ça arrive. Il a frappé à la porte de ma chambre louée en début de soirée, les mains fourrées dans les poches de sa veste, et il n'a pas voulu entrer. Il est resté dans le couloir, a regardé un point sur le mur au-dessus de mon épaule et a dit les mots que ma mère l'avait envoyé dire. Ta mère ne va pas bien, sage. Elle ne dort pas. Elle parle de son cœur. Il a changé de poids. Tu dois laisser tomber ça. Quoi que cette avocate t'ait mis en tête, laisse tomber. Pour la famille. Pour la famille, ai-je répété. C'est toujours ta mère. Elle a vendu la maison de Nana, ai-je dit. Elle a dit à un tribunal qu'il n'y avait pas de testament. Elle est sur le point de la vendre à nouveau dimanche. J'ai gardé ma voix égale. J'ai une voix égale. Je l'utilise avec les familles dans les salles d'attente quand j'ai de mauvaises nouvelles. Et je l'ai utilisée maintenant avec mon père. Tu savais, papa. Tu savais depuis 4 ans. Tu as vécu dessus. Pendant une seconde, quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité. Exactement. De la fatigue. La fatigue profonde et installée d'un homme qui a choisi le côté facile d'une chose il y a si longtemps qu'il ne se souvient plus que c'était un choix. Tu as toujours tout ressenti trop fort, a-t-il dit. Doucement, même pas méchamment, ce qui était pire. Et voilà. La phrase de ma mère dans la bouche de mon père, 40 ans de profondeur. Le diagnostic familial transmis. J'ai attendu de ressentir le vieil effondrement. Le réflexe de me faire plus petite, de prouver que j'étais raisonnable, de ne pas en faire toute une histoire. Il n'est pas venu. Quelque part entre le trottoir de l'aéroport et la véranda des Renwick, ce réflexe était mort. Et je ne l'avais même pas remarqué partir. Non, ai-je dit. Je ressens les choses exactement comme il faut. Vous n'avez simplement jamais voulu les ressentir avec moi. Il a regardé le point sur le mur un moment de plus. Puis il a hoché la tête une fois, le hochement de tête d'un homme qui ferme une porte, et il est retourné dans le couloir, à sa voiture, à ma mère, du côté où il avait toujours été. J'ai fermé ma propre porte. Je ne tremblais pas et j'ai compris, debout là,
qu'ils venaient d'utiliser leur dernière arme douce sur moi et que ça n'avait pas marché, ce qui signifiait que la prochaine allait être dure. J'avais raison. La contre-attaque est arrivée vendredi, et elle est arrivée plus vite et plus salement que même Grace ne l'avait prédit. Grace a signifié l'avis ce matin-là à l'agent immobilier, à la société de titres, à l'avocat nouvellement engagé de ma mère. Le vendredi après-midi, mon téléphone était vivant dans ma poche. Ma mère. J'ai laissé sonner. Messagerie vocale, puis un texto, puis un autre, et un autre. Le ton oscillant de la glace au feu et vice-versa en une seule heure, comme une femme tournant un bouton pour trouver la fréquence qui fonctionnerait sur moi. Il faut qu'on parle maintenant. Quoi que cette femme t'ait dit, c'est un mensonge. Je suis ta mère, sage. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour cette famille pendant que tu jouais les héros à l'étranger. Après tout ça, tu volerais ta propre mère. Ne te présente pas dimanche. Je suis sérieuse. Et puis, près de minuit, celui qui m'a dit qu'elle avait vraiment peur parce que la peur est la seule chose sur terre qui fait que ma mère se tourne vers Dieu. Je prierai pour que tu retrouves ton chemin vers nous avant qu'il ne soit trop tard. Je les ai lus une fois. J'ai posé le téléphone face contre table à côté de la ficelle verte et des lettres, et je n'ai répondu à aucun. Ma grand-mère avait passé les 3 dernières semaines de sa vie à me prévenir que ma mère la traiterait de confuse. Maintenant, ma mère me traitait d'instable. Même manœuvre, même femme. 2 générations du même couteau. Samedi, elle l'a rendu public. Et c'est là que j'ai appris à quel point elle était douée pour ça, parce que je l'avais sous-estimée toute ma vie. Et j'ai failli le faire à nouveau. Elle a contacté tout le monde en premier. Elle a appelé ma tante Loretta, l'autre fille de Nana, et a empoisonné le puits avant que je ne puisse m'en approcher. Elle a appelé 2 cousins. Le samedi soir, la discussion de groupe familial dans laquelle j'avais été mise en sourdine pendant des années avait une toute nouvelle histoire qui y vivait, et j'en étais la méchante. Sage était rentrée de l'étranger, pas elle-même. Instable, obsédée, proférant des accusations folles, agitant un soi-disant testament qu'elle avait presque certainement tapé sur un ordinateur pour extorquer une pauvre mère en deuil d'une maison et d'un tas d'argent. Ma cousine Kayla m'a envoyé un texto le samedi soir, la fille de Loretta. Nous avions été proches une fois au lac, petite. Est-ce vrai ce que tante Cheryl dit, que tu essaies de lui prendre la maison de Nana? J'ai regardé ça un moment avant de répondre. L'ancienne moi aurait écrit 3 paragraphes pour se défendre, prouver qu'elle était raisonnable, supplier d'être crue. J'ai écrit une seule ligne. Nana m'a laissé la maison dans son testament. J'ai l'original. Demande à tante Cheryl pourquoi le tribunal ne l'a jamais vu. Les 3 points sont venus et repartis pendant longtemps. Puis, maman a été bizarre à propos de tout ça pendant des années. Elle ne veut pas parler de l'argent. Puis une minute plus tard, plus doucement d'une manière ou d'une autre à travers un écran. Je ne sais pas quoi croire. Je n'ai pas besoin que tu me croies, ai-je écrit. Un jour, vous verrez tous la même chose que j'ai vue. C'est tout. Elle n'a pas répondu. Mais elle n'a pas non plus ajouté son grain de sel. Et dans ma famille, ce silence était pratiquement une défection. Une fissure capillaire dans un mur que ma mère avait passé 4 ans à construire. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé faire. C'est tout le truc si vous en avez déjà été victime. Ils ne contestent pas les faits. Ils ne peuvent pas gagner sur les faits. Alors, ils contestent votre fiabilité à la place. Et une fille silencieuse qui ressent les choses trop fort, qui a été commodément absente pendant 11 mois, qui ne s'est jamais défendue à aucun moment de sa vie, elle est si facile à peindre comme folle. Pendant une mauvaise heure le samedi soir, assise seule avec mon téléphone qui s'allumait avec mes propres cousins qui la croyaient, ça a presque marché sur moi aussi. Peut-être que je suis l'instable, ai-je pensé. Peut-être que je devrais juste laisser tomber, prendre un autre avion, disparaître à nouveau comme je le fais toujours. Puis je me suis souvenu de ce que ma mère ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Voici ce que ma mère, malgré tous ses appels téléphoniques du samedi, ne savait toujours pas. Elle pensait que dimanche allait être sa parole contre la mienne. Une mère en deuil, pilier de la communauté, contre une fille instable qui était partie 1 an et était revenue en proférant des accusations. Dans ce combat, elle était invaincue. Elle gagnait ce combat exact depuis que j'avais 6 ans. Mais elle ne savait pas que Grace Beaumont avait rédigé ce testament de ses propres mains et avait vérifié le registre du tribunal pendant 3 ans en attendant.
Elle ne savait pas que 2 des anciens voisins de sa mère avaient signé comme témoins et étaient en vie et prêts à témoigner. Elle ne savait pas qu'une notaire nommée Patrice Aurin tenait un registre de 15 ans. Et que dedans, daté et paraphé, se trouvaient les mots que ma grand-mère a dit le jour où elle a signé, « Ma fille va dire que j'étais confuse ». Elle ne savait pas que j'avais été hors du pays, de manière prouvable, pendant toute la fenêtre où elle avait essayé de me faire porter le chapeau de la dissimulation, et elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'il y avait dans les lettres. Les petites lettres ordinaires et dévastatrices attachées avec de la ficelle de jardin verte dans la tête d'oreiller dans le tiroir qu'elle avait envoyé à la décharge. Les lettres où une femme mourante a écrit de sa propre main tremblante exactement ce que sa fille allait faire, 3 semaines avant que sa fille ne le fasse. Ma mère était sur le point de se lever dans le salon de ma grand-mère et de mentir à une pièce pleine d'étrangers. Et pour la première fois dans l'histoire de notre famille, j'allais être celle qui était prête. Tard le samedi soir, Grace m'a appelé. Elle avait reçu une autre chose de la société de titres. Une confirmation écrite que la vente ne pouvait pas et ne se conclurait pas avec le testament au dossier. La maison était légalement en sécurité. Nous avions déjà gagné. Tu n'as pas à y aller dimanche, m'a dit Grace. Je veux que tu entendes que la paperasse fait tout le vrai travail maintenant. Tu peux laisser ça se faire en silence. Tu n'auras plus jamais à être dans la même pièce qu'elle. Je sais, ai-je dit, et je le pensais. J'aurais pu laisser cela être une lettre, un dossier, une affaire gérée par des professionnels à distance. Mais elle s'est tenue dans cette maison et a qualifié toute la vie de ma grand-mère de dette dont elle était restée coincée. Elle a qualifié toute ma vie de « bêtise » 2 fois par écrit. Je ne vais pas lui crier dessus, Grace. Je vais juste me tenir dans la maison où j'ai appris à nager et laisser la vérité être dans la pièce avec elle pendant qu'elle le fait. Grace est restée silencieuse un moment. Alors j'apporterai le dossier, a-t-elle dit. L'original, l'attestation, la page du registre de Patrice, tout. Et sage, une petite pause. Porte quelque chose que ta grand-mère aurait aimé. Après que Grace a raccroché ce samedi soir, mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Mademoiselle Pendleton. Walt Ashford. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour appeler. Une pause. Le son d'un homme peu habitué à téléphoner à des étrangers. Judith m'a obligé. Elle s'inquiète pour vous depuis que vous avez quitté notre cuisine. C'est un petit comté. Il avait entendu, comme on entend les choses sur une route comme l'Arc-Spurlan, par-dessus les clôtures et aux pompes à essence, qu'il y avait des problèmes avec la succession de Ruth Callaway, une journée portes ouvertes, une fille avec un avocat. Il avait fait le lien avec la fille qui avait frappé à sa porte en sentant l'avion. Je veux que vous sachiez quelque chose, a dit Walt. Quand cette agente immobilière nous a montré la maison de vos parents, celle que nous avons achetée, je lui ai demandé pourquoi il vendait tout ce qu'il y avait à l'intérieur si bon marché et si vite. Et elle a dit, et je m'en souviens parce que ça m'a semblé bizarre, elle a dit que la propriétaire lui avait dit, je veux juste que ça disparaisse. Je ne veux rien voir de tout ça. Il a laissé cela en suspens. Une personne qui vit d'une vie entière ne dit généralement pas ça. Quelqu'un qui vit d'une conscience coupable, oui. Si un tribunal veut un jour m'entendre le dire, je descendrai et je le dirai. Je suis resté dans cette chambre louée, tenant le téléphone, et pendant une seconde je n'ai pas pu répondre parce que j'avais passé toute ma vie à apprendre que les étrangers étaient plus sûrs que la famille. Et voici la preuve, en cardigan. Merci, Walt, ai-je réussi à dire. Allez-y demain et tenez-vous droite, a-t-il dit. Cette commode est déjà à la maison. Maintenant, allez récupérer le reste. J'ai raccroché et j'ai dormi 4 heures, les 4 meilleures que j'ai eues depuis la piste d'atterrissage. Et puis je me suis réveillé pour le pire matin de toute l'affaire. Dimanche, avant de vous parler de la journée portes ouvertes, je dois vous parler de la pire heure parce que j'ai failli ne pas y aller du tout. Dimanche matin, 2 heures avant la journée portes ouvertes, l'avocat de ma mère a envoyé un email à Grace, et Grace, parce qu'elle m'avait promis aucune surprise, me l'a transmis. C'était agressif de la manière spécifique dont les gens effrayés sont agressifs. Il affirmait que le testament était probablement un faux. Il affirmait que Ruth Callaway souffrait d'un déclin cognitif documenté. Il n'y avait aucune documentation de ce genre, mais la lettre le disait avec confiance. Et puis il a fait la chose dont Grace m'avait averti dès le premier jour, la chose que je redoutais. Il a retourné la dissimulation contre moi. Il a exigé de savoir pourquoi moi, l'unique bénéficiaire,
j'avais possédé le testament original pendant 4 ans, et j'étais restée silencieuse pendant que la succession était réglée. Il a utilisé le mot « suspect ». Il a utilisé l'expression « fabriqué après coup ». Il suggérait, en langage juridique mais sans équivoque, que j'avais tout inventé. Que j'étais exactement la fille instable et calculatrice que ma mère avait passé le samedi à décrire à la famille. Et assise dans ma chambre louée à le lire, pendant une longue et mauvaise heure, j'ai cru que je pourrais perdre. Pas la maison. La maison était en sécurité. Je pourrais perdre la chose que j'avais voulu toute ma vie sans jamais me laisser le dire, ne pas être la folle, être crue. J'avais enfin trouvé la preuve que ma grand-mère m'avait choisi. Et ma mère allait utiliser cette preuve même pour prouver que j'étais une menteuse. Elle allait prendre le dernier cadeau de Nana et le transformer en la preuve finale que j'étais tout ce qu'elle avait toujours dit à la famille que j'étais. J'ai regardé la commode en cèdre dans le coin de cette petite chambre louée, les poignets en laiton devenus hors doux. J'ai mis ma main sur le tiroir du bas. Soulevé et tiré en même temps. Il a cédé. J'ai sorti la dernière lettre. J'ai relu l'écriture tremblante une dernière fois. Ne la laisse pas te faire douter de ce que tu tenais entre tes propres mains. Tu étais celle que j'ai choisie. Elle avait su. Il y a 4 ans, elle avait su exactement à quoi ressemblerait ce matin, et elle avait écrit la réponse et l'avait laissée dans un tiroir pour que je la trouve précisément au moment où j'en aurais besoin. J'ai cessé d'avoir peur. Je suis devenue lente. Je suis devenue précise. J'ai mis une robe bleue de la couleur de la porte d'entrée de Nana et je suis allé à l'Arc-Spurlan. Grace était déjà garée en face de l'Arc-Spurlan quand je suis arrivé, 20 minutes en avance. Moteur éteint, les dossiers crème carrés sur le siège passager à côté d'elle. Je me suis garé derrière elle et nous sommes restés un moment, 2 voitures nez à queue sur la route que ma grand-mère a nommée d'après une fleur, regardant des gens que je ne connaissais pas porter leur curiosité jusqu'à l'allée d'entrée vers une boîte à clés sur une porte bleue. Grace a baissé sa vitre. J'ai baissé la mienne. Tout est là-dedans, a-t-elle dit en tapotant le dossier. L'original, l'attestation autoprobante, la page du registre de Patrice, les déclarations des Renwick. C'est déjà déposé, sage. Légalement, c'est terminé. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit dans cette maison de quoi que ce soit. Le tribunal a déjà ce qu'il faut. Je sais. Alors pourquoi sommes-nous ici? Ce n'était pas un défi. Elle voulait sincèrement que je connaisse ma propre raison avant d'entrer. J'ai regardé la porte bleue. Le quai, je pouvais juste en voir le bord sur le côté de la maison où une femme au bras tendu a dit un jour à une fillette de 8 ans, « Je te tiens jusqu'au bout. » Parce qu'elle va se tenir dans le salon de Nana et mentir à une pièce pleine d'étrangers, ai-je dit. Et pour une fois dans ma vie, je vais être là quand elle le fera. Pas pour crier, juste pour être dans la pièce. Pour que ce ne soit pas sa parole contre personne. Grace a hoché la tête lentement comme si j'avais réussi quelque chose. Alors allons être dans la pièce, a-t-elle dit. Mais entrez d'abord seule. Laissez-la vous voir seule. Laissez-la penser que ce n'est que vous, comme toujours. Donnez-lui la corde. Je viendrai une minute derrière vous. Elle a tendu la main et m'a serré la main une fois, sèche et ferme, comme Walt Ashford l'avait serré. Vous ne serez pas seul là-dedans, sage. Vous aurez juste l'air de l'être pendant environ 60 secondes. Je suis sorti de la voiture. J'ai remonté le chemin vers la porte bleue toute seule, comme j'avais marché vers cette maison toute mon enfance. Et cette fois, je ne courais pas vers elle. J'y entrais. La journée portes ouvertes a commencé à 13h. À 13h15, il y avait peut-être 18 ou 20 personnes qui se promenaient dans la maison de ma grand-mère. Un jeune couple avec un bébé endormi dans un porte-bébé. Un homme plus âgé à l'arrière en train de mesurer le quai avec ses yeux et son téléphone. Une femme comparant la cuisine à une photo. Ma tante Loretta là pour soutenir maman, debout, raide, près de la fenêtre avec un verre de vin bon marché de journée portes ouvertes. 2 de mes cousins, l'agente immobilière dans un blazer impeccable, distribuant des prospectus avec le prix de vente en gras et en noir, et ma mère en lin crème, radieuse, tenant la cour près de la cheminée en pierre où Nana accrochait mes rubans de natation chaque mois d'août. Racontant au jeune couple comment la famille avait entretenu avec amour cette propriété spéciale pendant des générations. Je suis entré par la porte bleue. Une pièce remarque un changement de temps avant de pouvoir le nommer. Les conversations ne se sont pas arrêtées exactement, mais elles se sont raréfiées.
Les sourires d'hôtesse brillants de ma mère sont restés cloués en place, mais ses yeux sont venus vers moi, et quelque chose derrière eux a vacillé. Sage, a-t-elle dit, chaude comme le soleil pour le public. Ma chérie, je ne pensais pas que tu te sentirais d'attaque pour être ici. Je voulais la voir une dernière fois, ai-je dit. Ma voix est sortie égale et silencieuse, et j'ai vu ce silence la déconcerter car une scène était ce à quoi elle était prête, et je n'en avais pas apporté. Puis Grace Beaumont est entrée par la porte bleue derrière moi, cheveux argentés, un dossier crème sous le bras, calme comme un dimanche. Le regard de ma mère s'est accroché à elle. Je l'ai vu essayer de placer l'étrangère bien habillée et échouer. Et j'ai vu le tout premier fil de peur réel la traverser car Cheryl peut lire une pièce comme je peux lire un moniteur cardiaque. Et chaque instrument dans celle-ci venait de commencer à grimper. L'agente immobilière s'est dirigée vers Grace avec un prospectus et un sourire professionnel. Grace l'a décliné agréablement et a élevé la voix juste assez pour atteindre les coins du salon de ma grand-mère. « Merci, mais je ne suis pas une acheteuse, a-t-elle dit. Je suis une avocate en droit des successions et je suis vraiment désolée de dire à tout le monde que cette maison n'est pas à vendre. » La pièce est devenue silencieuse de la manière dont l'eau devient silencieuse, plate et étrange dans la seconde avant de tomber en cascade. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Le jeune couple avec le bébé endormi était devenu immobile près de la fenêtre. L'homme plus âgé qui avait mesuré le quai est entré de l'arrière, attiré par le changement dans l'air. Le sourire professionnel de l'agente immobilière est resté figé, à moitié formé sur son visage. Le verre de vin de ma tante Loretta s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Mes deux cousins se sont regardés, puis leur mère, puis moi. 20 étrangers et quasi-étrangers debout dans le salon de ma grand-mère. Tous comprenant soudain qu'ils s'étaient égarés au milieu de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la superficie. Puis moi, dans une robe bleue de la couleur de la porte, debout, très immobile, près de la cheminée, les mains vides le long du corps, ressentant pour la première fois dans cette maison, dans cette famille, dans toute ma vie dont je me souviens, un calme complètement, froidement total. Je veux vous dire que mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas le cas. C'est la partie étrange à laquelle je pense encore. 31 ans à entrer dans des pièces prêtes à ne pas être crues. Et la seule fois où ça comptait enfin, mon pouls était lent et régulier, comme il l'est en cas d'urgence quand tout le monde accélère. J'avais déjà gagné sur le papier. Grace l'avait dit. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de rester là et de laisser la vérité être une chose qui se passe à voix haute, à découvert, devant des témoins, dans la maison où la seule personne qui m'ait jamais choisi m'a appris à nager. Grace se tenait juste à l'intérieur de la porte bleue, dossier en main, attendant, patiente comme un dimanche. Et de l'autre côté de la pièce, près de la cheminée en pierre, j'ai regardé le visage de ma mère commencer son travail. Ma mère s'est rétablie rapidement. Elle le fait toujours. C'est la chose la plus impressionnante et la plus terrible chez elle. « Oh, je suis tellement désolée tout le monde », a-t-elle dit en riant légèrement, se dirigeant vers Grace les deux mains tendues, toute chaleur et excuse. C'est une affaire de famille privée et j'ai bien peur que ma fille n'aille pas bien. Elle a été à l'étranger pendant presque 1 an. Elle est confuse. Elle s'est fait des idées. Ruth Callaway a laissé un testament, a dit Grace. Pas fort, juste vrai. Ça a tranché la chaleur de ma mère comme une lame dans du beurre chaud. Je l'ai rédigé moi-même. Et je tiens l'original. Vaguin, le mensonge est la première preuve contre lui. Il n'y a pas de testament. La voix de ma mère a monté d'un demi-ton. Ma mère est morte sans en laisser. Le tribunal des successions l'a confirmé il y a 4 ans. Je suis la plus proche parente. J'ai hérité de cette maison légalement. Et je ne sais pas qui vous pensez que vous, le tribunal n'a jamais vu le testament, a dit Grace. Et maintenant elle a ouvert le dossier. Elle ne l'a pas agité. Elle ne l'a pas brandi. Elle l'a simplement tenu à plat là où la lumière de la fenêtre tombait dessus. Ceci est le dernier testament de Ruth Elaney Callaway, signé l'hiver avant son décès, révoquant tous les testaments antérieurs, laissant l'intégralité de sa succession, cette maison et ses comptes, à sa petite-fille, Sage Pendleton. Il est autoprobant. 2 témoins vivants, un notaire, et il a été déposé auprès du tribunal des successions vendredi dernier, c'est pourquoi aucune société de titres sur Terre ne laissera cette vente se conclure. L'agente immobilière était devenue complètement immobile, les prospectus figés dans sa main. Le jeune couple près de la fenêtre s'était retourné. Le visage de ma tante Loretta avait commencé à faire quelque chose de compliqué et d'effrayé.
Elle l'a falsifié, a dit ma mère, et elle s'est tournée vers moi, et la chaleur avait disparu maintenant. Vraiment disparu, tombé comme un masque sur le sol, et toute la pièce l'a vu tomber. Tu l'as falsifié. Tu as toujours eu besoin qu'elle t'aime plus qu'elle ne m'aimait. Et maintenant tu as tapé une sorte de « le nom du notaire est Patrice Aurin », a continué Grèce, sans se presser, comme si ma mère n'avait pas parlé. Elle est notaire dans ce comté depuis 15 ans. Elle tient un registre de chaque signature. Elle a déjà fourni une copie sous serment. Les 2 témoins sont en vie et prêts à témoigner. Et votre fille, Madame Pendleton, n'a pas mis les pieds dans ce pays depuis 11 mois. Elle n'aurait pas pu arranger, rédiger, être témoin ou faire notarier quoi que ce soit. Une petite pause mortelle. Vous avez dit à un tribunal des successions, sous serment, que votre mère n'avait laissé aucun testament. Comprenez-vous ce que c'est? Vague 2. La preuve plus solide est la première vraie fissure s'ouvrant dans le sol sous les pieds de ma mère. Elle a regardé autour de la pièce le jeune couple, les cousins, l'agente figée, sa propre sœur, faisant le calcul qu'elle avait fait toute sa vie. Le calcul de qui dans cette pièce est à moi. Et pour la première fois de ma mémoire, je l'ai vu compter et recompter et se retrouver les mains vides. Alors elle a fait ce qu'elle a toujours fait quand une pièce se retourne contre elle. Elle a cessé de se défendre et m'a utilisé comme une arme. Tu veux faire ça ici, a-t-elle dit, bas et vicieux maintenant, s'avançant vers moi, au-delà de toute chaleur, au-delà du public, au-delà du point de non-retour. Devant des étrangers, après que je t'ai élevé, nourri, vêtu, supporté tes humeurs, tes pleurs et ton sentiment de tout ressentir trop fort. Ressens-le jusqu'au bout, ai-je dit. Puis décide quoi faire. Elle s'est arrêtée. Juste arrêtée. La phrase l'a frappée quelque part sous toute l'armure. C'est ce que Nana me disait, ai-je dit, doucement, même dans la pièce silencieuse. Tu ne t'en souviendrais pas. Tu n'étais jamais dans la pièce quand elle le disait. Pendant une seconde, ma mère n'a pas eu de mots, et ma mère a toujours des mots, et l'absence d'eux était la chose la plus bruyante qui se soit produite jusqu'à présent. Je n'avais pas prévu de dire plus. Grèce m'avait dit dès le premier jour que la paperasse était l'arme, et que mon travail était seulement de rester là, calme, et de laisser les documents faire le travail de sape. Elle avait raison. Alors je me suis arrêté et j'ai laissé le silence s'installer et j'ai laissé ma mère le remplir parce que les gens acculés ne supportent pas le silence. Et ma mère, acculée, a fait ce que les gens acculés font. Elle a continué à parler et phrase par phrase, dans le salon de ma grand-mère, devant 18 témoins, elle s'est pendue et je n'ai pas dit un mot de plus. Cette maison était à moi, a-t-elle éclaté, trop fort maintenant, bien au-delà du public, de la stratégie, du sens. Elle m'était due. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'avoir une mère qui vénérait sa petite fille et regardait sa propre fille comme une déception pendant 60 ans? J'ai pris ce qui m'était dû. Je l'ai loué. Je l'ai vendu. Et je le referai demain parce que quelqu'un dans cette famille doit être pratique au lieu d'être précieux. Cheryl, la voix de ma tante Loretta, basse et horrifiée, depuis la fenêtre. Et n'ose pas me regarder comme ça, Loretta. Tu as pris ton enveloppe des comptes de maman comme moi. Et voilà. Toute la pièce l'a entendu. Vague 3. Et ça n'a pas eu besoin de moi du tout. C'est arrivé entièrement de lui-même, de la propre bouche de ma mère. Elle venait de confirmer à voix haute, devant une avocate en droit des successions, une agente immobilière, une jeune famille, 2 cousins et sa propre sœur tremblante, qu'elle avait toujours su que la maison était contestée, qu'elle l'avait louée et vendue quand même. Et qu'elle avait donné de l'argent liquide à sa sœur provenant de comptes qui n'avaient jamais été les leurs. Et puis une voix est venue de l'embrasure de la porte de la cuisine, calme et stable, et tout le monde s'est retourné. Anne Renwick, la voisine de ma grand-mère depuis 30 ans, dans son cardigan d'église, un plat à gratin encore dans les mains. Elle était venue de la maison jaune voisine quand elle avait vu les voitures, comme elle était venue pendant 40 ans dans une maison qui abritait autrefois son amie. Ruth m'a montré l'enveloppe, Cheryl. La voix d'Anne tremblait, mais elle n'a pas arrêté. L'hiver avant son décès, à la clôture, elle l'avait là, dans la poche de son tablier, avec le nom de la fille écrit sur le devant. Et elle m'a dit, je ne l'oublierai jamais. Elle a dit, s'il y a jamais le moindre doute, Anne, sage à l'original. C'est la seule qui saura quoi en faire. Anne a regardé autour de la pièce silencieuse tous les étrangers et a relevé le menton. Votre mère n'était pas confuse. Elle avait peur de ça exactement, de vous,
et elle avait raison d'avoir peur. Ma mère a ouvert la bouche. Rien n'est sorti parce que ce n'était plus une avocate. Et ce n'était pas la fille qu'elle avait passé 30 ans à peindre comme instable. C'était Anne Renwick qui apportait les œufs de la dîme à chaque fête de quartier, qui n'avait aucune raison sur terre de mentir, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec un gratin et la vérité. Les témoins se retournaient un par un, chacun ajoutant la pièce que seul lui pouvait ajouter. C'est comme ça que ça se passe à la fin. Pas un coup de tonnerre. Une pièce pleine de gens ordinaires, chacun décidant enfin de dire la seule chose vraie qu'il avait retenue. Ma tante Loretta a émis un petit son brisé et a mis sa main sur sa bouche, et ma mère s'est tenue seule près de la cheminée, regardant le dernier de son public devenir des témoins. Personne n'a applaudi. Je veux être honnête à ce sujet car ce n'est pas le genre d'histoire où la salle éclate en applaudissements et le méchant est traîné dehors. La vraie vie est plus silencieuse que ça, et elle frappe beaucoup plus fort. L'agente immobilière a rassemblé ses prospectus avec des mains tremblantes, a murmuré quelque chose à propos d'une reprogrammation que personne n'a cru, et est partie par la porte bleue sans regarder personne. Le jeune couple s'est éclipsé après elle, la femme s'arrêtant dans l'embrasure de la porte pour me regarder. Et ce n'était pas de la pitié sur son visage. C'était de la reconnaissance. Le regard d'une personne qui a sa propre version de ma mère quelque part dans sa propre famille et qui, à ce moment précis, décidait silencieusement quelque chose à ce sujet. Je garderai ce regard pour le reste de ma vie. Ma tante Loretta a posé son vin sur la table de gin rami de Nana, à côté du bol de faux citron, et est sortie en pleurant. Pas pour ma mère. J'ai compris, même à ce moment-là, qu'elle pleurait pour elle-même, pour l'enveloppe qu'elle avait prise, pour les années qu'elle avait passées du mauvais côté d'un mensonge parce que c'était plus facile que la vérité. Et ma mère s'est tenue seule près de la cheminée en pierre où elle avait l'habitude d'accrocher les rubans d'un autre enfant, dans une maison qui n'avait jamais été la sienne, dans une pièce qui s'était vidée autour d'elle, une sortie silencieuse à la fois. Comprenant enfin que le tiroir qu'elle avait envoyé à la décharge était la seule chose qui soutenait toute son histoire. Si vous avez déjà dû arrêter de protéger les personnes qui ne vous ont jamais protégé, si vous portez une vérité en ce moment que toute votre famille vous dit d'avaler, de garder le silence, de laisser tomber au nom de la paix, alors écoutez-moi. Le silence et la correction battent le bruit et l'erreur à chaque fois. Si c'est vous ce soir, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde et je vous vois. Je n'ai rien dit de plus à ma mère. Il n'y avait plus rien que la vérité n'ait déjà dit mieux que je ne pouvais. Je me suis retourné, j'ai franchi la porte bleue que ma grand-mère a peinte, je suis allé jusqu'au quai où elle m'a appris à nager, et je me suis assise les pieds au-dessus de l'eau pendant que l'après-midi devenait doré, et j'ai laissé Grace Beaumont s'occuper du reste de la pièce. C'est pour ça qu'on paie une Grace. La succession est passée en homologation le mois suivant, et ce ne fut ni instantané ni propre. Les vrais ne le sont jamais. L'avocat de ma mère a utilisé l'argument du manque de discernement pendant un certain temps, jusqu'à ce que Patrice Aurin ouvre son registre à la barre et lise de sa voix plate et imperturbable la ligne qu'elle avait écrite 4 ans auparavant. Ma fille va dire que j'étais confuse. Les deux voisins ont témoigné que Ruth était vive comme l'éclair le jour où elle a signé. Grace a versé les lettres au dossier, les petites lettres ordinaires et déchirantes datées d'une main qui devenait plus tremblante, mais jamais confuse. Le tribunal a reconnu le testament. La vente a été annulée avant même d'être conclue. La société de titres l'avait tuée dès que la vie de Grace a touché leur bureau. La dissimulation était une autre affaire, et je vais vous dire franchement où j'ai atterri, car j'ai promis de tout dire franchement. J'aurais pu pousser jusqu'au bout. Un procureur examinera de près un testament sciemment dissimulé. Ma tante Loretta, terrifiée, a rendu chaque dollar qu'elle avait pris et m'a supplié dans un couloir du palais de justice de ne pas insister. Todd a appelé une fois, non pas pour s'excuser, mais pour demander si j'allais vraiment mettre notre mère en prison pour de l'argent. J'ai laissé tomber le côté pénal, pas pour ma mère, pour Nana, qui n'aurait pas voulu que la dernière maison qu'elle ait jamais aimée devienne l'endroit où sa propre fille se fait arrêter. La succession a été redressée. L'argent est revenu. Et j'ai décidé que c'était suffisant car la justice n'est pas toujours la peine maximale. Parfois, la justice, c'est juste la vérité. Inscrite dans le dossier permanent où personne ne pourra jamais la désinscrire. Mon père, à travers tout ça, m'a dit exactement une chose. Il m'a attrapé dans le couloir du palais de justice, a baissé les yeux sur ses chaussures et a dit, « Ta mère n'est pas une mauvaise personne, sage. Elle ne s'est juste jamais remise que sa propre mère ne l'ait pas choisie. » Puis il s'est retourné et est allé s'asseoir à côté de ma mère sur le banc.
C'était son choix. Ça avait toujours été tranquillement son choix. J'ai cessé ce jour-là d'attendre qu'il en fasse un autre. J'ai gardé la maison de Larkspurlan. Tout le monde supposait que je la vendrais. Todd le supposait bruyamment, a dit à un cousin que je ferais exactement la même chose que maman, ce qui m'a tout dit sur la façon dont mon frère voit le monde et rien de vrai sur moi. J'y ai emménagé cet automne-là, une fois que mes papiers de contrat ont été réglés, et j'ai pris un poste aux soins intensifs de l'hôpital du comté à 40 minutes de route. J'ai remis le vieux canapé de Nana à sa place. J'ai jeté les citrons artificiels brillants à la poubelle. J'ai mis la commode en cèdre dans la pièce de devant où la lumière du matin entre de l'eau et j'ai remis les lettres dans le tiroir du bas, attachées avec de la ficelle verte, pliées dans la tête d'oreiller. Pas cachées cette fois, juste gardées. Je vois mon père 2 fois par an maintenant, en terrain neutre, pendant 1 heure, car j'ai décidé que la porte pouvait rester ouverte exactement aussi loin et pas plus. Ma mère, je ne la vois pas du tout. Elle envoie toujours une carte à chaque Noël adressée à Sage, juste mon nom dans cette écriture familière, et je pense qu'elle croit que c'est une branche d'olivier et peut-être que, à sa manière tordue, ça l'est. Je ne leur réponds pas, mais je ne les jette pas non plus. Je les garde dans un autre tiroir. Il y a une différence entre pardonner à quelqu'un et faire comme si de rien n'était. Et j'ai enfin cessé de confondre les deux. Ce printemps dernier, les pieds d'alouette ont poussé le long de la route exactement là où elle les avait plantés, juste là où se trouvait autrefois le panneau « à vendre ». Je n'ai rien fait pour ça. Ils savaient simplement où ils appartenaient et ils sont revenus. Les gens me demandent si je regrette comment tout s'est terminé. La famille divisée, la mère partie. Je ne regrette pas. Ce que je regrette, ce sont les 27 années que j'ai passées à essayer d'être assez pour des gens qui avaient décidé avant même que je puisse parler que j'étais trop. Nana a essayé de me le dire à l'hôpital, dans les lettres, dans un tiroir avec mon nom dessus. Il a fallu la gentillesse d'un étranger et une enveloppe scellée pour que je la croie enfin. J'étais celle qu'elle a choisie. Je devais seulement arrêter de laisser les gens qui ne me choisissaient pas être ceux qui me disaient ce que je valais. La commode sent toujours le cèdre. Certains matins, j'ouvre le tiroir du bas juste pour le sentir.